Dans un vaste monde rempli de magie et de mystères, nous faisons la connaissance d'un nouveau protagoniste qui, après une vie de servitude dans les froides chaînes du travail de bureau, renaît en tant que noble Alan Palacio dans le royaume excentrique d'Asteria. Plutôt que de profiter de ce nouveau statut, Alan se retrouve plongé dans un cauchemar, sachant que le comté de Palacio, sa nouvelle famille, est la racine de la décadence et du danger dans le royaume. Il fait face à une révélation inattendue. Ses souvenirs sont en réalité des extraits d'un jeu auquel il avait l'habitude de jouer. En tant qu'ancien esclave, il devient le troisième fils d'une famille condamnée à la ruine. La mission est claire, enquêter sur la corruption qui imprègne son nouveau foyer et, peut-être, découvrir un moyen de réécrire son destin et de sauver non seulement lui-même, mais aussi quelques âmes innocentes perdues sur le chemin de la décadence. Alors, mon frère, ça commence dans les royaumes alliés de l'Est. Une décennie plus tard, écoute bien, le protagoniste, qui a l'air un peu fou, décide que pour éviter les ennuis, il vaudrait mieux devenir un mécène. Mais mec, il jure qu'il n'aurait jamais imaginé que cela pourrait être aussi dingue. Avant, il n'était qu'un esclave de bureau, se tuant à la tâche dans une petite entreprise, l'équivalent de 78 heures par semaine. Quelle absurdité! Et maintenant, le voilà, renaissant en tant que noble dans ce monde fantastique. Ça sonne comme une super affaire et en effet, c'était le hype. Puis la scène change et le gars essaye de lire un livre, mais il est à l'envers. Mon dieu, il est confus. Il se demande pourquoi rien n'a de sens. Comme, où était l'application de traduction gratuite? Après que cela ait été remarqué, la servante jette un œil et se rend compte qu'il tient le livre totalement à l'envers. Bon sang, le protagoniste s'explique en disant que sa particularité est d'être complètement analphabète. C'est foutu. Et pour aggraver les choses, il n'a aucune compétence de spécial. Quelle galère! La servante lui demande s'il a fini de manger et propose de l'aider à prendre son bain avant de se reposer. Quelle vie de luxe! La scène change pour le moment du bain, deux servantes apportent une aide folle au jeune maître, et le gars profite de chaque seconde. Ça, c'est du pur luxe, tu vois? Une employée le nourrit tandis que l'autre lui donne un coup de lavage. Tout semble parfait, sauf qu'il ne sait pas où est une employée. Tu te souviens que les autres jeunes maîtres reviennent demain, et la curiosité grandit. Elle mentionne le jeune maître Léo et le jeune maître Tony. Quel nom audacieux. Un autre serviteur ajoute qu'ils viennent de la célèbre famille Palladio. Eh bien, les pensées du protagoniste s'emmêlent dans sa tête, le nom lui est étrangement familier. Ce maudit semble avoir eu un accident cérébral. Il plonge son visage dans l'eau du bain, tellement surpris, les employés paniquent et les bulles montent. Oh là là. Il réalise, un peu comme ça, qu'une réalité bizarre pourrait être en psychédélie. Quelle souffrance. Alors qu'il parle de psychédélie, la créature qu'il connaissait très bien, un flashback surgit dans son esprit. À l'époque où il était esclave corporatif. Il profite de brefs moments pour jouer à GG. Psychédélie était le RPG au tour par tour qui rendait sa routine folle. Et quand les 5 grands péchés apparaissaient, mon dieu, quel conflit. Le royaume s'effondrait. Le comté de Palladio prenait toujours les devants. Quel bizarre. Dans la famille, les enfants étaient Léo, le roi de la débauche, et Tonio, le roi de la drogue. Deux nobles canailles apparaissaient avant toute la mission principale. La scène change et le protagoniste se souvient de la première fois qu'il est arrivé dans ce monde. Fais attention, il, avec sa mémoire aiguisée, a saisi qu'il connaissait bien cet endroit. Tu comprends? Les règles du jeu ressurgissent dans sa tête comme un jeu vidéo, une détermination féroce. Il s'assoit sur son lit en voyant la tristesse au loin. Il décide qu'il doit éliminer les causes de la destruction avant que ce conflit n'arrive pour vivre en paix en tant que noble. Il s'engage à corriger les 5 grands péchés et croit qu'ils ne sont que des enfants et peuvent avoir un destin différent. Il se sent impuissant. Quelle situation! 2 mois passent et tout commence à changer. Regarde cette ambiance différente. Evan, le chevalier d'Alan, apparaît avec un truc fou. Il a apporté des nouvelles qu'il a sauvé les orphelins d'un orphelinat qui, en réalité, c'était un laboratoire d'expérimentation qui, surréaliste, voit l'opération de l'orphelinat entre les mains d'une fille appelée Yucha. Bizarre, non? Evan louait ses compétences. Genre, sérieusement, c'est de l'espoir. Alan, tout calme, reconnaît. Écoute ça. Evan, confus, demande si c'est un compliment parce que le visage du Lord ne change jamais. Alan confirme et mec, il affiche un sourire mal à l'aise. Ce sourire rare rend Evan inquiet. Pauvre type, il ne s'est jamais habitué à ça. Evan réfléchit, se rappelant comment Alan était plus expressif dans le passé. La scène se termine avec Alan se regardant dans le miroir, essayant de forcer une expression, mais son âme est perdue. Puis Evan expire et remercie encore Alan pour le soutien qu'il a donné. Genre, ce gars a besoin de bien plus de compliments, non? Mais mec, réfléchis avec moi. Dans un jeu aussi intense que Psychedelia, où la trahison est aussi courante que le café au Brésil, avoir un gars loyal comme Evan est tout simplement absurde. C'est exactement pour cela qu'Alan n'a pas hésité. Il l'a déjà engagé sur le champ, sans même broncher. Puis, soudain, Evan se rappelle que l'attaque n'est
n'était pas que pour le fun. C'était pour sauver Yutia, qui était impliqué dans toute cette histoire. Alan a confirmé, n'est-ce pas? Après tout, il était au courant de tout. Evan comprend que la confiance d'Alan en Yut est si forte qu'on pourrait presque l'apercevoir dans le noir. Mec, avec des années de mercenaires derrière lui, il sait déjà que Yut est tout sauf une fille ordinaire. Le gars est perplexe, se demandant comment elle peut être si obéissante, même avec tout ce pouvoir incroyable. Et mec, il suggère de l'emmener au manoir parce que la laisser libre ne ferait qu'aggraver la situation, non? Alan est d'accord. Genre, l'argument d'Evan est totalement valable, mais son esprit fonctionne différemment. En réalité, il semblait qu'il gaspille son pouvoir, mais de son point de vue, la laisser là faisait partie du plan. Il a commencé à parler de Yutia Blue, qui venait d'un clan de monstres et avait des pouvoirs surréalistes. Putain, dans le jeu, mec, elle serait le péché de la colère et responsable de détruire des trucs. Alan pense que si elle grandit dans un endroit plus calme, elle ne se perdra pas dans la ruine. Et il se croit brillant, pensant qu'il a dealé avec la première fille terrestre. Tu vois? La raison de la laisser où elle est, c'est pour voir si son potentiel sera réel ou juste de la fumée. Alan tout ça avec un visage sérieux, du genre « c'est ça, mais le moment n'est pas encore le meilleur ». Evan, totalement terrifié par la révélation, commence à répéter les mots d'Alan nerveusement. « Ah mec !» Elle lui dit alors de se détendre et de ne rien laisser échapper de l'opération. Les orphelins ont besoin de soutien. Eva, avec son air astucieux, présumant qu'elle a tout compris, Alan met une lettre dans la main d'Evan pour Yutia. Compris? Quand Evan demande ce qu'il y a dans la lettre, Alan dit que c'est un salut pour calmer la fille, et le gamin était genre surpris, pensant qu'il ne verrait jamais Alan faire un truc comme ça. Il jura qu'il livrerait tout correctement comme un facteur enragé. Après qu'Evan soit parti, Alan se penche en arrière en pensant à ce truc. Il ne sait pas si la lettre va aider ou si ça va mal tourner, mais il doit essayer mec. Caché dans le contenu, il y a un message qu'il a entendu plusieurs fois lors des parties. Il se souvint de la sagesse de l'archevêque du jeu. L'amitié avec le clan vient avec la magie. Tu vois, l'archevêque disait toujours « compagne des ténèbres, tombeau de la lumière, un espoir et un appartenance ». Cette phrase est énorme pendant l'arc du péché de la colère, mec. Et dans une scène rapide, Yutia apparaît, Blodia, dans un frénésie bizarre, avec le sol tout couvert de sang. Alan se rappelait que dans le jeu, c'était à ce moment-là que la magie échouait et que la bataille devenait intense. Mais maintenant, genre 10 ans avant, il pense qu'il peut changer cette histoire mortelle. Il soupire en pensant qu'il a maintenant traité l'une des bannières de destruction, mais qui sera le prochain? Se lier d'amitié avec un truc monstrueux juste avec une phrase semble complètement surréaliste. Mais considérant que le clan d'El idolâtre des êtres d'un autre monde, peut-être que ça peut marcher. Les esprits de ce peuple sont totalement au-delà de ce qu'on peut comprendre, mec. Et puis l'ambiance change pour la scène de Yutia qui lit la lettre, se levant dans le coin, toute nerveuse et en sueur, comme si elle avait vu un fœtus. Bordel, il sent encore une énergie démoniaque émaner d'elle, je ne sais pas comment il est encore en vie. Elle a une vibe étrange, sans émotion, comme si le monde avait pris fin, ses yeux brillent, prêts à exploser. Quand elle réalise que c'est Alan qui a envoyé la lettre, elle demande avec une voix de quelqu'un qui est sur le point de partir sans retour, pourquoi il ne l'a pas appelé. Evan reste figé en état de choc, tremblant de tout son corps. Je ne savais pas si j'allais tomber malade ou m'évanouir. Le type bégayait nerveusement, genre « Monseigneur a dit que ce n'était pas encore le moment », comme si cela allait résoudre quelque chose. Et l'oncle détourne le regard, acceptant la réponse du gamin d'une manière froide. La caméra fait un gros plan sur la lettre, montrant les dernières paroles « Garde ça en compagne de l'obscurité, tombeau de la lumière, un noyau et une appartenance ». Serrant la lettre contre sa poitrine, Yut chuchote que cette promesse est seulement à elle et à son maître. Elle comprend de manière vague ce que Alan veut, mais il reste encore beaucoup de jeux à venir. Alors, Eva, ce fou, était là avec la main qui tremblait, essayant d'attraper l'épée comme si sa vie en dépendait. Franchement, putain, quelle tension. Mais genre, là, l'oncle l'a regardé et a simplement souri. Un petit rire sinistre, tu sais, comme si c'était une blague. Et cela a rendu l'atmosphère encore plus bizarre. Ensuite, la scène change et on trouve Alan tranquillement dans le manoir, allongé sur le lit, comme s'il avait gagné à la loterie. Le type a soupiré, tout satisfait. Genre, c'était une journée de fou. Il regardait le ciel et, putain, même la lune semblait l'encourager. Sauf que, concentré sur cette pensée zen, il a fermé les yeux et a décidé que le lendemain, les choses allaient être encore plus folles. Et ce n'est pas qu'Alan est apparu dans la bibliothèque à la recherche d'un livre, comme si c'était une mission impossible. Mec, juste avant qu'il ne trouve ce qu'il voulait, un livre lui est tombé sur la tête. Quel absurde. Irrité, il a marmonné quelques trucs, disant qu'il n'avait rien trouvé d'utile et que la recherche de l'indice du troisième boss était plus difficile que de passer un rodizio de pizza sans grossir. À ce moment-là, Evan est arrivé tout heureux, annonçant qu'il avait
avait sauvé le deuxième enfant. GG, non? Quand Alan a entendu ça, il était un peu intéressé, demandant à Evan s'il avait été gentil ou je ne sais pas, exagéré comme toujours. Evan a confirmé qu'il avait traité l'enfant de la meilleure façon, comme un prince dans un conte de fées. Ensuite, entre Tony, le fils du comte, en train de se moquer d'Alan et de faire des blagues, comme s'il voulait ridiculiser quelqu'un qui apprend à lire, quelque chose de cringe. Il a donné un coup sur la tête d'Alan avec son coude, le traitant d'analphabète et enflammant encore plus la dispute. Alan, rempli de colère mais se contrôlant, pensait à quel point ce gamin était insupportable. Mais lui, bien sûr, décida de ne pas céder. Alors il se pencha, tranquille, comme on dit, tu sais mon frère, on dirait que tu veux utiliser le bureau, la classe mec. Mais Tonyan, avec cet ego démesuré, écrasa la tête d'Alan et lui dit qu'il savait où était sa place. Va te faire voir. Un couteau vola comme un fou dans la direction de Tonyan, mais par chance, il rata sa cible et alla s'écraser contre le mur. L'auteur de l'attaque, Léo, le frère aîné qui est froid comme la glace, et balança la réalité en pleine figure de Tony. Tu fais trop de bruit, pote. Tony, furieux, se retourna et cria en état de choc. Mais Léo, tranquillement et avec le couteau levé, menaça. Frère, arrête de faire descendre notre niveau ici. Dégage, Tonio, gros dur, qui ne voulut rien entendre et attrapa Léo par les vêtements en riant comme si cela pouvait se terminer bien. Le pauvre. Une atmosphère tendue s'empara de l'endroit. Léo mit le couteau juste à côté de la gorge de Tony, lui disant d'arrêter de polluer l'endroit avec sa vibe négative et de partir tout de suite. En observant la bagarre, Alan pensa « Mon Dieu, quelle claque !» et décida de se tirer avant que les choses ne dégénèrent davantage. En s'éloignant, il analysa la situation, se rappelant que la famille Palladio n'était qu'un groupe de personnages mineurs dans le jeu, mais ici leur influence était surréaliste. Il se rappela, Ilisimash avait deux fils de pute de la famille qui se battaient pour le prestige familial, l'un voulait être le boss du crime et l'autre le roi de la drogue. Oh là là! Très vite, Evan suivit Alan, tandis qu'en arrière, les frères étaient encore en train de se battre, ressemblant à la fin d'un feuilleton. Les pensées d'Alan étaient claires. S'il voulait une vie tranquille, il valait mieux ne pas se frotter à ces types. Il décida d'être un fils illégitime en paix, loin des ennuis et des conflits. Plus tard, déjà fatigué, Alan s'affaissa sur le canapé, s'y jetant comme un clochard heureux, soupirant comme si la vie avait un peu de beauté. Evan, à ses côtés, lâcha que le deuxième enfant n'était pas vraiment normal. Oh là là, Alan pensa, comment ce vieux mal soigné avait découvert les expériences les plus underground et les marchés d'esclaves juste pour sauver les petits. Allongé sur le canapé, Alan se questionna, un peu fatigué, et tout cela était vraiment nécessaire. Ouf, Evan restait là à regarder, réalisant que le jeune maître était vraiment exceptionnel. Il avait remarqué qu'Alan voulait envoyer l'enfant sauvé dans un orphelinat, et Alan acquiesçait simplement, sans en dire beaucoup. Mais en vérité, l'enfant était bien plus que cela. C'était comme une bombe à retardement, prête à exploser. Le sauvetage de ce gamin venait d'un marché sordide, et en fait, il était psychédélique. Le deuxième chef, Dieu Machine, avait été vendu comme esclave, se transformant en péché de paresse, un monstre qui détruisait tout sur son passage. Tu rigoles? Il anéantirait des royaumes entiers d'une manière brutale. C'était simplement fou. L'ironie de tout ça, le type qui devait être paresseux s'était révélé être un véritable monstre. Alan se souvenait qu'il avait essayé de bien s'occuper d'Evan dans le jeu, et maintenant, il était là à tenir une bombe tout en prenant son thé. Il commenta qu'il avait envoyé l'enfant à l'orphelinat parce que, mec, ce n'était pas encore le moment. Evan demanda si la lettre qu'Alan avait envoyée à Lady Utile concernait cet enfant. Alan, un peu enroulé, dit que c'était juste une conversation entre amis, mais tu sais comment c'est. Il ajouta qu'il avait prévenu qu'il envoyait un enfant fou et lui avait demandé de bien s'en occuper. Pendant ce temps, dans une autre partie du château, seul Dieu sait ce que Yutia pensait jusqu'à ce qu'elle apparaisse près de lui. Elle réalisa son état et dit qu'il était brisé, remerciant le destin. Hein? Mec! Oh là là! En voyant les marques sur son corps, elle dit que la chèvre noire avait fait ça et fit une remarque d'une manière un peu étrange. Regarde! La grande lune t'a choisi. Félicitations! Oh là là, la fille est en mode hack. Ensuite, la dernière est arrivée et sans prévenir a balancé. Regarde, tu es brisé mon gars. Le type avait l'air d'avoir traversé une grosse galère, tu vois. Elle observa les marques sur son corps et dit que tout cela était l'œuvre de la chèvre noire. Alors, l'atmosphère s'alourdit et elle lança un « Félicitations mon frère, la grande lune t'a choisi ». Comme si ce n'était pas assez, tout d'un coup, elle incita le gars à ressentir le pouvoir qui était en lui et à revendiquer ce qui lui appartenait de droit. « Consacre-toi à moi et tu auras ta revanche. Regarde le niveau de cette proposition, mon Dieu ». Et l'oncle tendit la main vers lui dans une ambiance d'amitié, mais pas vraiment, hein. Une aura si pesante émanait d'elle que Dieu se sentit plus mal à l'aise qu'un mendiant. Au milieu d'un concert de rock, et alors, après cette scène bizarre, Yutia a lu une lettre du deuxième frère comme « Maintenant tu dois te débrouiller et répondre ». Le truc est tellement fou que même les lettres semblent être une mission. La scène revient alors à Alan, qui était empilé de livres, comme un nerd dans son habitat naturel. Il feuilletait et murmurait qu'il n'avait pas encore trouvé le troisième boss. Sa patience est presque à bout, tu vois. Puis, tout à coup, Evan arrive en courant comme s'il venait de voir un monstre à 5 têtes. Il crie qu'un gros problème vient de survenir. Antonio, le gamin
gamin qui s'était moqué d'Alan est mort. Quel truc fou. Alan est resté là, stupéfait, comme « Putain, ce salaud est déjà mort ». Son esprit a explosé avec cette information, c'était comme une scène de film. Ça aurait dû déjà changer de scène, car maintenant, mon ami, nous sommes aux funérailles de Tony. Tout le monde est là, y compris Alan et Evan, debout parmi les endeuillés, dans une ambiance sombre. Le comte, le père de Tony, est arrivé plus défoncé qu'un singe en fait, accompagné de 2 magnifiques femmes. On aurait dit qu'il avait juste fumé un joint et perdu la notion de ce qui se passait. Une des femmes, clairement ennuyée, se plaint que ça ne finirait jamais, presque en train de demander à retourner au lit. Tu rigoles? L'autre, tout affamé, a commenté qu'il était temps de manger, comme si c'était un pique-nique. La scène était tellement cringe qu'Alan était dégoûté. Le mec n'arrivait pas à croire que le comte était là, drogué, aux funérailles de son propre fils. Ce n'est pas seulement de la dépravation, c'est un respect absurde. Il a pensé à la mort de Tony et s'est dit, pensant qu'il y avait quelque chose de bizarre qui se tramait. Comment ce gars est-il mort suffoqué comme ça, sans raison, dans le jeu? Après des années de conflit, Tony avait finalement tué le ver qui le perturbait tant et maintenant, par un coup du destin, il avait tiré sa révérence. Quel surréaliste. Alan se demandait comment le comte semblait avoir gagné à la loterie avec cette expression de « quelle chance ». S'il y a vraiment quelqu'un derrière tout ça, il est temps que la vengeance se mette en route. Alan a conclu que Léo ou un complice était impliqué dans cette affaire, mais cela lui a rappelé la mission. Rester concentré est la seule sortie. Un an s'est écoulé depuis la mort de Tony. Léo est maintenant aux commandes du trafic de drogue, rendant la Maison Palais plus paisible qu'une retraite spirituelle. Pendant ce temps, Alan et Yutia sont devenus amis par correspondance, échangeant des lettres comme si c'était des lettres d'amour. Ah, quelle ambiance! Rapidement, Alan et Eva apparaissent dans un moment tendu, mangeant en silence, mais l'esprit d'Alan s'emballe, pensant « Cette relation avec Yuta pourrait être la clé de ma victoire ». Il décide d'ouvrir une lettre et commence à lire. La lettre parle de Gina, de comment elle évolue et adore jouer, et Alan ne peut s'empêcher de sourire. Mais ensuite, il voit une ligne mentionnant la liste des sponsors de l'orphelinat, qui a presque explosé. Comment un petit orphelinat peut-il récolter autant d'argent? Evan, qui captait l'expression d'Alan, a dit que c'était étrange, mais au moins bon, comme si c'était devenu la norme. Là, il se souvient qu'il y avait un événement concernant le 3e boss qu'ils avaient découvert. Check ça, la guilde d'information avait envoyé un indice. Alan se sent plus calme, réalisant que enfin quelque chose commençait à bouger. J'ai déjà ressenti cette vague de satisfaction, croyant que j'allais bientôt trouver cette personne. La nuit était tranquille, presque comme un calme avant la tempête. Et soudain, toute la situation change. Dans une autre partie du royaume, au point de vente de drogue, le plus sinistre, connu sous le nom de Marak, 2 bras droits de l'organisation sont entrés dans la zone. Regarde, l'un d'eux, dans une ambiance détendue, parle de la générosité du fils aîné des Palladio, et là étaient les récompenses totalement hallucinantes, de quoi faire baver n'importe qui. Et puis, tout à coup, leurs mots sont devenus déclin, car ce qu'ils voyaient était surréaliste. Des corps partout, les cadavres de leurs gars et le sol tout taché de sang. L'atmosphère est devenue lourde. La panique a pris le dessus, on aurait dit qu'ils avaient vu un fantôme. Tout le monde est passé en mode terreur. Tout à coup, les corps ont commencé à se tordre comme si une force sombre contrôlait le bordel. Avant qu'ils puissent comprendre ce qui se passait, leurs mains bougeaient toutes seules, enfonçant des couteaux dans leur propre cou, comme dans un film d'horreur. Et là, il est devenu clair que leurs âmes étaient manipulées par le dieu. Et Yutia, qui toute joyeuse regardait la scène comme si elle était devant une série géniale, a commenté « Alors, quel spectacle de marionnettes fou, je n'arrive pas à y croire ». Et comme si cela ne devenait pas déjà absurde, Yutia a commencé à jeter un œil à la liste des sponsors. Mec, quelle ambiance! Dieu observant tout cela, réfléchissant, oui, cette bande-là n'a de pitié pour rien, mais où est la morale de l'histoire? Pauvres petits, ils ne savaient même pas ce qui se tramait. Je n'éprouve aucune pitié. Ils étaient humains, broyeurs d'autres humains. Genre, lui se prenant pour le roi de la justice, mais sans rien comprendre. Mais là, la tante, avec son façon d'être, tu sais? Ce vieux, ici, ce n'est que la base de ce qui est à venir. Un mystère dans le truc, hein? Elle a dit que tout se préparait pour son retour. Le mec est revenu pour foutre le bordel et, malin, avec ce sourire rusé, il a bien fait comprendre que cette phase initiale n'était que le début. Alors, utilisant tout le pouvoir qu'elle avait, elle a commencé à flotter, se détachant de Dieu, avec sa voix résonnant. Tout est dans sa volonté, car la lune bleue est son épée. Waouh! Les deux étaient dans une vibe surréaliste, et cela fait déjà 2 ans qu'Alan a commencé à échanger des lettres avec Yutia. Pendant ce temps, beaucoup de bagarres se sont produites. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'histoire, il y avait Evan à 1000 à l'heure, cherchant Alan. Le gars arrivait avec un air épuisé, genre « Hé, je t'ai trouvé! Je suis crevé !» Alan s'est tourné, choqué, un peu comme
Mec, tu es vivant, et pire, avec l'air de celui qui a traversé la vallée de l'ombre de la mort. Evan, se remettant de son marathon, a annoncé qu'il avait envoyé le 5e à la sécurité de l'orphelinat. L'esprit d'Alan était comme un puzzle, essayant d'emboîter toutes les pièces. Et ça ne s'est pas arrêté là, regarde ça. Il a aussi réussi à récupérer les 3 autres péchés. Il pensait à tout ce qui s'était passé, et sincèrement, c'était compliqué. Pour alléger l'ambiance, Alan a lancé quelques gâteaux sucrés en direction d'Evan, tout excité. Evan, avec un sourire fatigué, a pris les gâteaux comme s'ils étaient des trésors. Le mec les a dévorés comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours. Wouah, quelle approche! Pendant qu'il mangeait, Alan pensait au gros bazar que ça avait été de récupérer le 3e péché de la cupidité, mais au final, avec toute l'expérience, il s'en est très bien sorti. Après avoir fait travailler Evan, tout s'est emboîté comme des pièces de Lego. Alan a regardé Evan, pensant que le gars avait vraiment tout déchiré et qu'il pouvait enfin se reposer. Mais voilà, le gamin, allongé sur l'herbe, a demandé si c'était la fin des missions de l'orphelinat. Alan a confirmé: c'est ça, mon partenaire. Ça y est, Evan, soulagé, soupira comme s'il avait enlevé un poids de ses épaules, détendu. Mais là, tout à coup, il se rendait compte qu'Alan n'était pas si heureux que ça. Evan, frustré, demanda pourquoi Alan avait l'air d'un robot sans émotion. Néanmoins, Alan essaya de montrer un léger sourire, tout doucement. Evan lâcha un « si c'est ça ton sourire, alors je n'en ai jamais vu avant ». Oups, la tension augmenta. Evan, en regardant, remarqua qu'Alan avait l'air d'un enfant à une fête ennuyeuse. Puis la scène change et l'ambiance devient très différente. Alan, allongé dans le jardin, fixait le ciel et réfléchissait à la vie, l'esprit en ébullition. Et là, il réfléchit à comment tout avait dépassé ses attentes. Genre, waouh, les maîtres de la psychédélie étaient devenus les 5 grands péchés, tout ça à cause de tragédies passées. Bien sûr, c'était l'ancienne histoire, mais les sauver serait plus difficile que de passer un mois sans internet. En même temps, il ressentait ce frisson dans le ventre, lui faisant penser qu'il ne pourrait aider les gens que quand tout serait déjà foutu. Mais alors, pour une raison quelconque, il semblait que le destin était définitivement là pour l'aider. Alors, Alan se tourna et demanda à Evan comment ça se passait à l'orphelinat. Evan, tout optimiste et tenant une lettre, dit que tout allait super bien, comme toujours. Les enfants, qui étaient auparavant plus brisés qu'un téléphone tombé, commençaient à montrer de la joie. Il écoutait et lâcha: si c'est comme ça, qui a besoin d'un gardien? Bizarre, mais complètement vrai. Sa surprise était authentique, genre waouh, Yutia s'en sort vraiment bien. Il n'avait jamais imaginé qu'elle serait si spéciale. Maintenant, ça oui. Alors, au début, Alan pensa que Yutia allait détester s'impliquer dans cette affaire, tu vois? Mais maintenant, en voyant tout ça, il réalise que la fille est plutôt une bonne enfant. Puis, le fou vint et demanda s'il y avait quelque chose de spécial dans la lettre qu'il avait reçue. Quand Alan ouvrit la lettre, les mots furent comme un coup de poing au visage, tout était clair. Regarde, la lettre disait que tout le monde allait bien et que certains enfants se développaient comme des plantes dans un sol fertile. Mec, Dieu prenait bien soin. Et tu sais, il n'y avait pas de raison de s'inquiéter, tu vois. Et la lettre a également assuré qu'il ne devait pas se préoccuper des nouveaux qu'il avait envoyés là-bas. En lisant cela, Alan ressentit une chaleur dans sa poitrine, un sentiment de fierté. Comprends-tu? Il était content de voir que les enfants de l'orphelinat allaient bien. Mec, c'était une fierté inexplicable qui frappait au fond de lui. Et regarde ça, les 5 péchés semblaient tous se développer correctement. Le truc du changement d'environnement a vraiment fait toute la différence. Putain, il réalisa que dans le bon environnement, même les âmes les plus blessées peuvent se guérir. Tu piges? Evan, réfléchissant profondément, demanda quand Alan pensait revoir les enfants, se rappelant de sa célèbre phrase « lorsque le moment sera venu ». Alan grommela une réponse nonchalante tout en se perdant dans ses propres pensées. Au fond, il admit qu'il n'avait jamais vraiment prévu de les retrouver, tomber près d'eux, aurait pu être utile de toutes les manières possibles, mais il n'oublierait jamais combien c'était compliqué de les transformer en péchés. Les souvenirs du jeu montraient que leur personnalité était intense depuis l'enfance. Mon gars, Messi, même s'il les avait sauvés avant leur éveil, l'idée d'affronter cette bande le faisait toujours trembler. Et après un moment de réflexion, Alan conclut qu'une période d'environ 5 ans serait le bon moment pour cela. Evan accepta cette réponse d'un simple signe de tête, mais en réalité, tout allait bien. Il pensait que, pour l'instant, il ne restait plus qu'à s'entraîner en autodéfense, à développer des compétences pour survivre dans ce monde sombre de fantasy. La magie nécessite du talent. Malheureusement, Alan en avait en abondance. Dans son corps, il commença à entraîner sa magie, canalisant de l'énergie à travers ses mains pleines de potentiel. La lumière douce qui brillait sur son visage donnait une aura de grandeur, tu vois? Et Evan, curieux, lâcha un nom qui attira immédiatement l'attention d'Alan. Il demanda si Alan avait déjà entendu parler de la fameuse Lune Bleue. Alan resta perplexe. Il n'avait jamais entendu parler de ce truc auparavant. Alors, Evan expliqua que c'était une organisation qui devenait célèbre pour traquer des groupes criminels, comme s'ils nettoyaient la saleté. Eh bien, il semblerait qu'il faisait un bon travail, mais Alan ne s'en souvenait pas dans le jeu, non. Il pensait que c'était un phénomène temporaire qui n'avait jamais eu beaucoup d'importance, non? Alors Evan a continué en disant que la Lune
bleue avait aussi l'ambiance d'un meurtre de noble et pensait qu'Alan devait déjà en avoir entendu parler. Sur le moment, il est devenu sérieux et a dit que dorénavant, il allait dormir dans la chambre à côté. Ensuite, dans une guilde souterraine secrète, une scène bizarre se déroulait. Le péché de l'orgueil, Monsieur Lang, avec son air de chat, a demandé à Yutia de faire le rapport sur les activités de la Lune Bleue. Yutia a répondu que le truc se passait vers le nord. Monsieur Lang, d'une astuce digne d'un félin, a affirmé qu'il avait tout pris en main. Les têtes des esclavagistes avaient déjà roulé et personne ne savait qui avait fait ça. Elle a complimenté le vêtement que Rai avait confectionné, le qualifiant de merveille, a rappelé comment les victimes avaient supplié de connaître la couleur de ses yeux, mais cela n'est jamais arrivé. Le péché de la cupidité, N, a commenté qu'il avait éliminé tous les corps de manière méticuleuse, sans laisser de traces. Une bête, le péché de l'encre, l'Adam, a souri et a dit que le sud était aussi propre. Les lieux d'expérimentation humaine et ces hommes gênants d'Avalon avaient disparu sans laisser de traces. Yutia, d'un ton sombre, a commenté que tout se déroulait selon sa volonté. Ils existèrent pour la Grande Lune, tu vois? C'était un culte secret, connu sous le nom de Lune Bleue, adorateur de la Grande Lune. Alors Dieu a interrompu, disant qu'il avait un gros problème concernant sa volonté. Tout devait être parfait, non? Alors, comment cela pouvait-il poser problème? Et ils ont révélé que le chef d'Avalon était le fils aîné du comte, qui, lors du nettoyage du sud, avait reçu une directive dangereuse. Il semble que le petit du comte tramait quelque chose contre son papa. Mon Dieu, l'expression de Yutia a changé sur le champ, avec un ton froid et tranchant, débordant de colère. Une aura sombre et sanguinaire a envahi la salle et les autres péchés ont tremblé. Mon Dieu, elle tenait une lettre où les mots glaçants étaient inscrits. Après la mort du vieux comte par empoisonnement, silencieusement. Alors, la voix de Yui est devenue si froide qu'il semblait qu'elle avait gelé le gars dans un bloc de glace. Elle a reconnu le problème, mec. Et pour compliquer encore plus, 2 ans s'étaient écoulés et le comte de Palais, le père d'Alan, était déjà tombé. Le dernier à prendre le bus. Sa mort a été rapportée comme une crise cardiaque dans les journaux. Mais tout le monde sait que le vieux était plus proche d'un zombie. À cause de l'abus de drogue, j'ai entendu dire qu'au cours des funérailles, Alan est resté dans son coin, silencieux, entouré d'un vide palpable. Le gars était redoutable dans la solitude. Au fond, un groupe de nobles chuchotait à nouveau sur cette fameuse lune bleue. Mec, la lune a piégé tout le monde la nuit précédente et a laissé 50 tours dans les sandales. Regarde le niveau de ça. Alan a remarqué même que les puissants commençaient à trembler de peur de la lune bleue et ce n'est pas rien, pas du tout. Les funérailles se sont terminées dans un silence absolu, sans un seul endeuillé à l'horizon. Surréaliste, non? Après la cérémonie, Alan et Evan sont sortis ensemble, respirant l'air lourd de l'endroit. Léo, le frère qui n'était pas si tranquille, les observait de loin, les yeux pleins de troubles. Il tentait de déchiffrer ce qui se passait dans la tête de ce gamin. Evan, tout curieux, a demandé à Alan quels étaient les plans qu'il avait en tête. Il se rappela que bientôt le premier jeune maître allait devenir le patron et demanda où il voulait en venir. Voyant la valise d'Alan en règle, il lui demanda ce qui se passait là, chef. Pendant qu'il organisait les bagages, Alan lui a dit d'arranger les siens aussi, car il partait. Evan, qui semblait avoir vu un monstre, était choqué et balbutia. « Mec, vous sortez du territoire ?» Alan a calmement répondu qu'il ne sortait pas, juste qu'il descendait vers Rodmill. Evan, toujours perturbé par l'information, a demandé si c'était vraiment Rodmill qu'il avait mentionné et Alan a confirmé, fermement. Alan avait prévu de faire un tour dans le petit village de Rodmill, là, au sud du territoire de Palladio, tu vois. Bientôt, tous les deux partirent, empruntant la route. La carriole des deux avançait à travers le champ vers la tranquillité du sud. De loin, Léo avait envie de laisser éclater sa colère, les observant les poings fermés. À Rodmill, Alan et Evan ont eu une ambiance tranquille pendant 3 jours. Les jours se sont déroulés calmes et sereins, comme des vacances idylliques. Alan, le roi des toasts, a préparé un banquet fou de toast avec des œufs et ils partageaient le repas en paix. Après 3 jours tranquilles, ils décidèrent de retourner à la propriété du comte, mais ils ne pouvaient même pas imaginer les nouvelles choquantes qui les attendaient. Léo était mort. Les funérailles de Léo ont laissé Alan en état de choc, considérant tout cela si surréaliste que ça ressemblait à un rebondissement de film. C'était très fou d'être de retour dans cet endroit de douleur. La scène de la mort avait une atmosphère étrangement différente de ce dont il se souvenait. Léo avait déjà passé l'arme à gauche, avec une lame enfoncée juste dans son cœur. Mec, Alan restait sur ses gardes, se demandant qui avait bien pu faire ça. Un serviteur nerveux s'est approché, essayant de donner des explications sur la situation, mais il a gelé en voyant les yeux d'Alan. Lorsque leurs regards se sont croisés, le serviteur a paniqué, s'excusant d'avoir établi un contact visuel. Alan a froncé les sourcils, curieux de ce changement soudain de comportement du type. Se tournant vers Evan, il a murmuré discrètement « Tu as découvert quelque chose ?» Evan, avec un ton craintif, a lâché « Mec, et si c'était toi qui avais éliminé Léo ?» Alan a tout arrêté, choqué par cette insinuation bizarre. Il a lancé un regard à tous les serviteurs présents autour. À ce moment-là, la peur régnait dans l'air. Tout le monde tremblait, terrifié par l'aura insane qui émanait de lui comme si le manoir retenait son souffle. La scène mute, comme un flashback, et nous
nous revenons au jour où Alan est parti pour les terres de Roadmill. Evan, assis dans la carriole, a sorti une idée bizarre pour Alan. Il a suggéré qu'Alan tente d'aller dans une plus grande ville, tu sais. Mais Alan a repoussé ça d'un revers de main et a refusé sur le champ. Ce n'était pas une option. Roadmill était sa destination finale. Mec, il se souvenait comment il avait sauvé les 5 grands péchés et évité l'apocalypse. Roadmill n'avait rien à voir avec l'histoire originale, mais avait tout de même le palais village. Alan pensait à ce que ce serait de vivre comme un noble, juste à se détendre et à profiter de la brise. Il trouvait Roadmill parfait pour mener une vie confortable, tu vois. Après toute cette réflexion, tranquillement, Alan a dit à Evan qu'il avait une bonne raison pour tout. Evan, avec une manière très spéciale, a dit qu'il ne tomberait pas dans le panneau. Il a souligné qu'Alan avait cette mauvaise habitude d'ignorer tout quand il était dérangé. Face à la situation, Alan lui a demandé de mettre ce sujet de côté et de ne pas plaisanter. Alan et Evan partent dans la carriole, laissant le palais impérial derrière eux. Alors, mec, Léo réfléchissait au type qui pourrait même tuer Alan, mais au final, il a décidé qu'il ne le ferait pas. Ce conflit allait être un truc bizarre, non? Pour Léo, Alan était un incapable, un poise-mort pour la société. Tu comprends? Que Léo ait ou non Alan avec lui, sa vie ne changerait pas. Après que ses parents aient passé l'arme à gauche, Léo a même pensé à empoisonner Alan juste pour s'occuper de lui de manière folle, mais comme le gars allait faire un tour à la frontière, il n'y avait plus de raison d'éliminer le gamin. Alors Léo est resté là, à réfléchir, et comme si cela ne suffisait pas, il s'est demandé si tout allait bien avec le port d'Avalon. Et ce n'est pas tout, il a regardé Alan et a commencé à l'appeler irritant. Pire, Léo a ordonné à Almond de suivre la carriole d'Alan. Regarde le niveau de ça. Almond, qui était le larbin de Léo, était tout confus et a demandé « Cela signifie-t-il que je dois tuer Alan ?» Ouah, il faut souligner que cette question a totalement surpris Léo parce que Almond ne remettait jamais rien en question. Leonardo, choqué, a répondu que son boulot était de suivre les ordres et point final. À cet instant précis, dans un retournement d'intrigue fou, Almond a enfoncé l'épée dans la poitrine de Léo. Léo est resté paralysé, atterré et bien sûr furieux, exigeant des explications d'Almond. Almond, très détendu, a dit qu'il adorait ce jeu de guerre, faisant une tête de quelqu'un qui s'amusait. Il a expliqué que les opératifs de la lune bleue suivaient les ordres de la lune rouge. Si quelqu'un essayait de faire le fou avec la grande lune, la bagarre était libre. L'âme a enfoncé encore plus le couteau, faisant saigner Léo profondément. Sacrée merde. Quelle situation. Léo, en agonie, s'est effondré au sol, ses idées folles, bien sûr. Pourtant, Almond, d'une voix tremblante, a dit que Léo n'allait pas s'en tirer, et là, il a révélé que, avec ce qu'il avait dit, la ville d'Avalon allait disparaître de la carte. Comme un sort. Almond a déploré, se rappelant que la grande lune avait donné une chance à Léo, mais le truc c'est qu'il ne l'a pas saisi. Après cela, Almond a donné un coup de pied dans la porte et s'est tiré, laissant Léo là tout seul, blessé. Le lendemain matin, Alan se réveilla et se souhaita une bonne journée, genre tout le tralala. Il réfléchit que le Roadmill était un paradis, même si l'ambiance était sympa. Alan pensa qu'une journée tranquille était en route tout en savourant ses toasts. Tout à coup, il eut une idée insensée, ouvrir un business de toast, mais bon, le mec n'allait pas tarder à être interrompu quand Evan arriva avec un message. Tu ne vas pas le croire? Evan lut le message et mec, Alan laissa tomber. La nourriture, tant il était abasourdi, le gars était sous le choc. Pensant que son paradis avait pris fin en seulement 3 jours, la scène suivante montre Alan et Evan devant retourner au palais impérial pour les honneurs funèbres de Léo. La scène autour d'eux était si dramatique, avec les soldats impliqués agissant de manière surréaliste. Entre-temps, Evan demanda si Alan allait retourner à la famille Palladio, une discussion un peu aléatoire. Alan fut surpris, du genre « WTF, mec ?» et réalisant qu'il était tombé dans une simulation où les événements fous se produisaient en boucle. Il se dit qu'il était en plein milieu du chaos, mais bordel, il était nerveux et s'assit avec Eva dans un coin. Alan pressa presque Eva d'expliquer comment il était devenu le mentor de tout ça. Evan, nerveux aussi, répondit que c'était parce qu'Alan était le seul à bénéficier de ce truc. Jeune maître, commença-t-il à expliquer, qu'avec la mort de Léo, juste après qu'il soit sorti, si Tertiaki soit sorti de la propriété, Alan est devenu l'héritier avec l'alibi parfait. Attends, mec, Alan resta sous le choc. Eva continua à dire qu'Avalon avait disparu, alors Alan n'avait plus besoin de s'inquiéter pour Léo. Evan, clairement excité, dit qu'Alan était maintenant le maître de la famille et pouvait envoyer des assassins comme si c'était normal. Alan, réalisant l'enthousiasme de la situation, demanda s'il fallait rire ou pleurer. Il restait pensif, se demandant par où commencer à organiser ce désordre. Le gars se demandait comment une organisation aussi folle pouvait exister avec les assassinats qui se déroulaient librement. Alan se souvenait avoir entendu parler d'un groupe qui chassait au petit matin. Evan, déjà dans le sujet, demanda s'il parlait de la lune bleue. Alan acquiesça et se demanda si cela aurait pu être leur action. Evan dit qu'en réalité, la guilde croyait que ce n'était probablement pas la lune bleue. Ensuite, Evan lança
à un sujet qui mettrait n'importe qui à l'envers. La lune bleue, selon lui, ne laisse jamais de corps, mais laisse toujours un sceau, tu comprends? Et quand il parle d'Avalon étant découpé par des épées, frère, c'est la scène de l'enfer qui se manifeste. Tu vois ce que je veux dire? Alors Alan, avec ce regard qui semble enflammé, accepte qu'il est maintenant le mentor d'un maître de rien. Quelle folie, sérieusement. Le gars est en train de patiner sur l'idée que la lune bleue ne s'est pas montrée, et que ceux qui sont responsables ne sont pas exactement les faibles qui disparaissent avant que la bagarre ne commence. Et ce n'est pas tout. Pendant ce temps, la reine sanguinaire, qui est Yutia, a mis le nez dehors et a commencé à questionner son subordonné sur toute trace. Et Rin, toujours dans son obsession pour la cupidité, assure qu'il n'y a rien de restant, juste un tas de cadavres. Il a ri comme si c'était une blague. Puis apparaît le dieu machine, tel un personnage de film, annonçant que les forces d'Avalon ne sont plus que 486. Et voilà le voleur, ce péché d'orgueil, confirmant qu'ils ont vraiment coupé la tête des gens. Un travail de nettoyage absurde et le public applaudissant pour cela, et Tiar enthousiaste, louant « Vous êtes trop courageux ». Ce qui était une puissance s'est transformé en poussière en 5 jours. Genre irréel. Mais attends, elle prévient que le nettoyage n'est pas encore complet et on sait que quand elle dit ça, le souci est loin d'être terminé. Le voleur a remis un dossier à Yutia et regardez mon ami, il a trouvé des nobles mêlés au problème avec Avalon. Le duché d'Altia est en plein chaos et la reine commence à étudier les informations. Genre, je crois que j'ai déjà vu ce film. Elle a regardé le public avec une expression de quelqu'un qui a la réponse parfaite et a demandé s'ils savent ce qui va se passer. Regardez l'attente dans l'air. Et le voleur s'est déjà proposé de s'occuper de la mission en cachette. C'est comme s'il disait « Laissez-moi faire, je suis à l'aise ». Yutia fait un petit signe d'au revoir à Rin, lui demandant si la guilde des informations est active. Et Rin, arrachant des pages d'un livre, répond qu'il traite ce désordre comme s'il n'avait rien à voir avec la lune bleue. Imaginez la scène. Dieu, avec ses pouvoirs étranges, a fait flotter les pages et a dit la vérité. La première action venait de mon propre sang, donc ce n'est pas un ordre, parce qu'ils sont l'épée. Et l'ambiance est devenue tendue. Oh là là, Yuki est resté paralysé parce que mon dieu, en entendant ça, la certitude pèse dans l'air, c'est insensé. La lune bleue ne devrait agir que quand quelqu'un le demande et elle a montré qu'elle ne rigole pas. Vous devez garder cela en tête, sinon vous aurez des problèmes. Et Dieu, n'écoutant tout en silence, mourant de confusion, ne comprend pas pourquoi la reine, qui est un véritable monstre, ressent cette anxiété. Et enfin, il conclut que tout cela est au nom de la grande lune. En d'autres termes, la situation devient de plus en plus compliquée et la scène change. Frère, direct chez les palais. La situation était tellement tendue que le poids de la famille est tombé entièrement sur Alan après la mort de son père et de ses frères. Il réfléchissait que la vie était un vrai marathon et qu'il ne souhaitait que manger et se détendre comme un noble, mais le fardeau était énorme, presque impossible. Le gars se souvenait que de nombreux ennemis avaient émergé et la mort de Léo aurait dû attendre plus longtemps. Avec toute cette pression, il devenait l'héritier qui devait s'occuper de tout, même sans avoir la moindre idée de quoi faire. Puis, 5 travailleurs arrivent avec des piles de paperasse comme s'ils étaient dans un Nintendo et avaient trouvé un coffre-fou. Mais pour Alan, cela ne faisait qu'augmenter la pression. Lui, avec ce regard de celui qui est énervé, se demande seulement pourquoi ces gars sont si motivés alors qu'avant c'était juste des palabres, un truc absurde. Les travailleurs, voyant son expression, deviennent nerveux et s'efforcent de plaire à Monsieur Alan. Et Alan, dans son coin, pense que c'est à cause des nouvelles selon lesquelles il serait un maître sombre. Qui aurait cru que ça marcherait? Il voulait juste que tout se résolve sans qu'il ait besoin de faire quoi que ce soit. Tranquillement. Mais quand tout semblait s'améliorer, Evan était de nouveau dans le coin. Et le choc était réel. Evan, impressionné par les progrès d'Alan, le félicite. Mec, tu as assuré d'atteindre le 2e cercle en seulement 2 ans d'auto-apprentissage. L'ambiance est au sommet. Alan, ne se sentant pas si exceptionnel, commence à penser qu'il doit rattraper le retard. Surtout pour se défendre, car la bagarre arrive à fond. Il réalise que cette technique nécessite un contrôle très fin, surhumain, un truc qui pèse lourd car il n'est toujours pas là où il le souhaite. Et l'histoire continue, mon ami, car ce jeu de pouvoir n'est que le début de ce qui arrive. Alors, frère, Alan ne peut que croire à ce qui se passe. De la magie dans un monde de fantasy fou, non. Au début, il trouvait ça complètement fou, mais ensuite, c'était juste le danger sur le danger. C'est-à-dire, quand il pensait que les plans allaient se dérouler tranquillement, la galère revenait en force. Il voulait juste rester tranquille, mais la réalité était qu'il y avait beaucoup plus à venir. Et là, le gars s'est dédié à l'auto-apprentissage, tu vois? Comme, tu sais que dans ce monde, l'auto-préservation est tout, mais la plus grande frustration du type est qu'il réalise vite que son réservoir de mana était si petit. C'était visible dans les yeux de n'importe qui qu'il était dans la merde. Le gars était tellement angoissé qu'il a lâché un « tout va mal, mon dieu, quelle pression ». Il a fait une comparaison sévère, genre le réservoir de mana est comme le physique d'un athlète et le sien était trop bas. Alors il a commencé à penser que si tout se passait vraiment mal, il pourrait y avoir une issue. Quelle tension, mec. À ce moment-là, pour changer, Evan débarque et gâche toute l'atmosphère. Il arrive et dit qu'il a reçu une invitation pour une soirée. Purée, Alan l'a regardé avec une tête de celui qui
qui n'a rien compris. C'est quoi ce bail? La scène coupe et on voit Alan et Evan arriver à la fête. Mais attention, Alan avait l'air plus fatigué qu'un autruche en course. Il pensait que ce n'était qu'une autre soirée, un truc de noble, débit et crédit, réseautage. Au final, il y avait même un compte bien placé qui allait se pointer. Et ce n'était pas tout. Evan, qui est pratiquement son ange, gardien, a remarqué qu'Alan avait plein de pensées pesantes, mais Alan, pensant que les clichés c'était peu, griffonnait juste qu'il avait besoin de tisser des liens avec les nobles pour un avenir tranquille, tu vois? Puis soudain, pendant la fête, les nobles ont commencé à l'apercevoir, et toi, mon frère, tu ne vas pas croire ce qui s'est passé. Le regard d'Alan était si bizarre que les nobles commençaient à s'éloigner. Mec, tu crois ça? Il a essayé de discuter avec l'un d'eux, mais le gars s'est simplement barré, fuyant comme le diable devant la croix. Alors Evan, avec sa patience d'ange, essaie de consoler Alan, qui, pauvre gars, était triste. Mais Alan savait déjà que ça allait mal tourner, comme dans un film d'horreur. Il a juste dit à Evan qu'il allait faire un tour et on y va. Il s'est dirigé vers les nobles de nouveau. Evan était là, genre, qu'est-ce que ce type fait? Tandis qu'Alan pensait qu'il allait être choyé. Mais bon sang, il pensait qu'il allait être ignoré, pour être le rustre incarné. La famille Palladio était maintenant considérée comme l'histoire du côté Est, imagine le bordel. Il a donc décidé de prendre une coupe de vin et de commencer à réfléchir à comment se la jouer dans les interactions. Le voilà, approchant une dame, essayant d'être tout gentil avec le vin spécial près d'elle. Il a dit qu'il adorait ramener quelques bouteilles chez lui. Oh non, pas du tout. Il sourit, mais le sourire faisait même peur, tu vois. Elle était terrifiée. La fille le trouvait tout bizarre et s'est vite mise à courir en disant qu'elle allait demander à son père les bouteilles. Alan a même essayé d'interrompre, mais c'était déjà trop tard. Elle est allée se cacher et parler mal de lui à son papa. Purée, genre, il observait simplement avec la sensation que tout ce qu'il faisait allait totalement de travers. Et comme si ce n'était pas assez, Evan est revenu presque comme un babysitter calmant le gamin. Alan pensait que la jeune femme devait juste être timide, tu vois. Plus un rêve qu'une réalité. La scène ne change pas pour une salle à manger tranquille, avec Evan attaquant la nourriture comme une bête. Evan est badass et commence à énumérer ce qu'Alan avait acquis. Un cheval, du thé au tamarin et du métal forgé. Et Alan, dans un état de découragement, genre « Ah, mais la famille Palladio est dans la mouise ». Je me souviens qu'après que tout le monde ait appris le fiasco, il est devenu le gars des ténèbres, Network Zero. Il a fait comme s'il était étouffé et a dit à Evan qu'il allait sortir prendre l'air. Et tandis qu'il sortait, une jeune femme rousse l'a regardé fixement, genre un regard assassin sur le balcon. Alan a levé les yeux au ciel en pensant « Où ai-je mal agi ?» Et soudain, une voix l'a appelé et il est resté choqué parce qu'auparavant, personne ne l'avait même regardé. Alors, mec, il s'est demandé qui cela pouvait être, regardant de côté et rien. En baissant les yeux, une jeune femme s'est présentée comme dans un film. Elle s'est présentée comme Loria, la troisième fille du duc d'Autriche. Waouh, ça a commencé de manière folle. Et bien sûr, Alan était super surpris. Il a dû la saluer tout de suite, il a juste réfléchi que cette famille d'Autriche n'était pas normale, du moins à sa conception. Ça devient dingue. Alors le nom a pris Alan par surprise, non? Le gars ne savait même pas quoi dire et a juste pu saluer la jeune femme. Et comme ça, il a pensé rapidement. La famille d'Autriche, les affaires sinistres du Nord, ces gars sont juste absurdes, tu vois? Donc, bien sûr, quiconque apparaissant dans sa vie serait bizarre. Il n'y avait pas moyen que ce soit normal, mec. Il n'avait jamais vu cette fille avant, tu vois? Mais elle semblait être dans de gros problèmes. Et là, Loria, la fameuse fille, a tout de suite demandé l'aide d'Alan sans tourner autour du pot. Les mots ont laissé Alan un peu dépassé et sans réaction, et la fille va commencer à expliquer qu'elle allait être assassinée. Bientôt, bon sang, le gars était perturbé, pensant que la jeune femme avait une relation étrange avec son père, mais maintenant, d'après ce qu'il semblait, elle était plutôt sur le point d'être la prochaine victime du coronavirus. Du duc d'Autriche, la Loria, c'est sûr. Je me souviens même du drame du feuilleton. Elle a révélé que ses sœurs complotaient pour la tuer. Alan, mon ami, a réalisé que tout ce qui comptait était la survie. Et maintenant, il comprenait pourquoi il ne se souvenait pas d'elle. Elle était déjà partie pour l'au-delà. En analysant la situation, l'expression de la jeune femme était très angoissée et elle a supplié de l'aide. Cela a laissé Alan dans le doute, mais il n'était pas du genre à s'engager dans un conflit de factions génériques. Il a essentiellement nié la situation sans réfléchir à deux fois. La Loria, dans une tentative un peu dramatique, lui a proposé la moitié de la maison d'Autriche. Genre, allez, faisons un pacte? Mais Alan était ferme. Il a mis un terme à la conversation. Touchons au nécessaire, sortons d'ici. En s'éloignant, il ne pouvait s'empêcher de penser « Mince, quelle situation lamentable, mais c'est déjà difficile pour moi, je ne peux pas entrer dans ce tourbillon de réponses et de solutions. » Non, il savait qu'il s'était mis dans des problèmes inutile, c'était une mauvaise affaire. En gros, il voulait aider, mais contrairement à ce qu'on disait, il n'avait aucun pouvoir spécial. L'expression de Loria s'est effondrée et, quand il s'est retourné, il a promis que quelque chose de bon allait lui arriver. En descendant les escaliers, il n'avait qu'espoir que la jeune femme puisse trouver un allié de valeur. Pendant ce temps, deux personnages jouant aux échecs, Dieu et Rhin, observaient tout tranquillement. Dieu a vu que l'Autriche s'approchait de la grande lune, un ton méga sobre. Il a ordonné qu'il fallait prévenir la lune rouge que quelque chose de bon pouvait se produire.
rire. Mais Rai n'était pas dans cette ambiance, et a trouvé l'idée un peu trop. S'ils avaient raison, Loria était la seule en Afrique à ne pas avoir de connexion avec Avalon. Cela voulait dire que la voleuse ne s'en prendrait pas à elle, tu vois. Et là, Dieu a respiré soulagé, car cela rendait tout plus tranquille. Au lieu de s'inquiéter, la situation semblait se dérouler paisiblement, et d'autres Atias avaient des plans différents. Rin a renforcé que le focus serait d'empêcher que les informations fuient, évitant que l'incident d'Avalon ne les atteigne. Pendant ce temps, Alan sentait que la situation était étrangement vide. Il semblait qu'il y avait une barrière invisible autour de Malu, et soudain, de nulle part, une belle femme s'approcha, toute souriante. Elle se demanda si elle était en train de parler avec moi, ou si ce n'était qu'une impression. Dans un moment d'espoir, il pensa qu'une connexion amicale pourrait apparaître. Il salua la demoiselle, mais quelque chose dans son regard le rendit un peu méfiant. Là, il réalisa, bon sang, c'était Kalia Zanonia. Bien sûr, avec les circonstances dans lesquelles il se trouvait, ce n'était pas une surprise qu'il ne rencontre pas des nobles si communs, n'est-ce pas? Il la salua en l'appelant Lady Zanonia. Elle fut surprise et mentionna qu'il la connaissait déjà. C'est fou. Alan, solide et déterminé, répondit que bien sûr, elle était trop célèbre. Et en se rappelant, il se rendit compte qu'il y avait 3 maisons à craindre dans l'histoire. Altia, Palladio et les dégénérés de Zanonia. Ensuite, Kalia, fière de sa propre renommée, révéla qu'elle était la fille aînée du chien de Zanonia. Ouf. Tandis que Palladio était un mélange chaotique, Zanonia était unie et corporative, c'est-à-dire un environnement bizarre et presque apocalyptique. Alan fit le lien et pensa, pour vivre en paix ici, je dois me faire des amis avec les nobles, mais il serait préférable d'éviter ses sorties avec elle. Il la complimenta, feignant d'être bien intentionné, laissant clairement entendre que c'était pour maintenir l'attention. Kalia sourit avec une touche astucieuse et demanda déjà à continuer la conversation. Alan répondit que ça pouvait se faire, mais qu'il y avait beaucoup d'yeux dessus et que son dieu, au fond, ne voulait que paix et tranquillité. Kalia affirma rapidement qu'il était, comme le disaient les rumeurs, et souhaita revoir le Vello avant de disparaître dans l'air. Alors, après cette conversation un peu étrange, Alan pensa, quel truc fou était-ce? Miguel, fou, alla tout raconter à Dieu, un véritable secret au sujet de l'Avalon, tu vois? Et alors Dieu, avec cette expression préoccupée, lâcha. Alors mec, on dirait que quelqu'un nous observe. Et n'est-ce pas qu'entre les arbres se tenait une grande silhouette, n'attendant que de se rapprocher d'Alan? Rain se souvient qu'il n'y avait aucun ordre concernant cet observateur, alors ils décidèrent de rester vigilants et de le supprimer sur le champ. On ne sait jamais, n'est-ce pas? Et sans plus de délai, Rain et Dieu s'en allèrent, rapidement. Le lendemain est arrivé, et mec, l'ambiance avait changé. Alan et Evan étaient ensemble dans l'aventure, partant pour le Kenny. Evan, tout assertif, a demandé si le Lord était sûr cette fois, indiquant que le canon semblait être l'endroit qu'il cherchait, tu vois? Mais, mon gars, malgré la pleine lumière du jour, à l'intérieur il y avait une obscurité bizarre. Alan, surpris, a même ressenti une vague d'excitation, car il avait enfin trouvé le véritable objectif. Mec, les effets de champ là, ont confirmé que c'était vraiment l'endroit, gros. En entrant dans le Kenyo, Alan avait peur que ce soit encore un fiasco et il allait être démoralisé, tu sais? Mais au fond, il avait confiance, c'était le vrai truc. Fils, il se rappelait que dans le jeu, cet endroit avait été si facile à trouver, il suffisait de suivre le flux. Il était déguisé, bien sûr, parce qu'il voulait entrer dans le labyrinthe des murmures. Au sud, on disait que celui qui résolvait les énigmes dans 8 chambres gagnerait un artefact de fou. Alan se souvenait encore de tout parfaitement, c'était l'heure de s'amuser en grindant au niveau 1 encore, regarde l'excitation. Quand ils arrivèrent à la porte principale, Alan était genre « Waouh, c'est dingue !» Voir l'entrée du labyrinthe en vrai était tout simplement surréaliste mec. Même s'il en avait marre de ce donjon dans le jeu, l'émerveillement là-bas frappait encore fort. Le canon semblait avoir été sculpté à la main, gros, quelle ambiance folle. Evan, tout confus, a lâché. Comment tu sais des endroits comme ça, mon pote? Alan, tranquille, a dit qu'il avait l'habitude de venir ici fréquemment. Quand Evan a répété, incrédule, Alan a réalisé qu'il était en train de rêver éveillé. Souriante légèrement, il a dit que c'était juste pour rigoler. Amen. Il a dit qu'il avait ses méthodes et a demandé à Evan de faire un pas en avant. Evan, nerveux, lui a demandé de ne pas plaisanter, avec un air sérieux. En marchant, ils ont levé les yeux et ont vu de gigantesques chauves-souris voler. Ces créatures étaient folles et dangereuses, mec. Les ailes coupaient l'air de manière menaçante, tu vois. Evan était tendu, pensant que s'il se trompait sur une énigme, ces monstres allaient les dévorer. Mais Alan, décontracté, a continué en silence total, comme si tout allait bien. Evan se demandait comment le Lord parvenait à rester calme dans ce moment tendu. 4 ans ensemble, et il ne parvenait toujours pas à déchiffrer le gars. Aucune des missions qu'ils avaient faites n'était liée
C'était toujours une embrouille différente. Ils ont payé la dette de quelques camarades, aidé un esclave et même sauvé un orphelin. Mec, le gars ne sortait jamais de chez lui, mais il savait tout sur cet endroit. T'as compris? Alan a commenté qu'il avait résolu l'énigme, mais la porte ne s'ouvrirait pas tant que tout ne serait pas terminé. Evan pensait que suivre son jeune maître menait toujours à quelque chose de bon, genre tout le temps. Puis la porte a commencé à s'ouvrir lentement. Evan était curieux et se demandait ce qui se passait cette fois-ci. Alan, avec un malaise, pensait que la porte allait le faire vomir. Il savait que c'était brutal là-dedans, mais il ne voulait pas regarder à l'intérieur. Evan, soulagé, a exclamé qu'ils avaient enfin terminé, et les voilà avec des tas de trésors brillants. Or, argent et gemmes. Un vrai spectacle. Alan, regardant tout cela, a dit à Evan de prendre seulement la bague noire et de laisser le reste. Evan, confus, a pris une barre d'or, sans comprendre pourquoi Alan s'intéressait seulement à cette bague qui semblait bizarre. Alan a mis la bague noire à son doigt. Même si cela semblait un peu large, il a fermement dit à Evan que tout le reste ne ferait que causer des problèmes, il devait laisser ça derrière. À l'intérieur, Alan jubilait, car il avait enfin obtenu la restriction. Et là, la donne changeait, pensa-t-il avec un sourire malicieux sur le visage. Alors, avec une confiance incroyable, Alan assura à Evan qu'il n'y avait rien de dangereux au retour. Evan, cependant, était extrêmement nerveux, il a acquiescé, mais restait tout agité. Comprends bien, Alan pensait qu'avec le pas à pas qu'ils avaient suivi, tout était surréaliste et facile, mais soudain, la voix d'Evan a tremblé en appelant son seigneur. Il a demandé « T'attendais ça aussi ?» L'embrouille commençait. Alors, ils ont réalisé que ces tas de pierres étaient en fait des golems. C'était insane. En un clin d'œil, les golems ont commencé à bouger, les yeux brillants, prêts à attaquer. Evan, l'esprit en ébullition, pensait « Et maintenant, mec ?» Des ennemis inconnus devant lui. Mais il était décidé à protéger uniquement son seigneur. Sérieusement. Alan, avec une détermination à toute épreuve, jura qu'il s'occuperait de tout seul cette fois-ci. Evan a même essayé de parler, mais Alan est resté ferme, frère. Il a laissé entendre que peu importe ce qu'Evan pensait, la priorité était de se barrer. Il a compris que la magie de deuxième niveau ne suffirait pas à gérer ce bazar, et sans plus de détours, les golems ont attaqué d'un coup. Au milieu du chaos, Alan a activé l'anneau et a demandé à la restriction de commencer. L'anneau brillait comme une étoile et, en un instant, Alan a été transporté. Une voix profonde et résonnante fragmentait, suscitant une grande envie de l'appeler. Énoncez les 2 restrictions que vous pouvez décréter. Alan, ressemblant à un gamer, s'est rendu compte que c'était comme une fenêtre de sélection. La même voix le fixait maintenant directement. Tu comprends? C'était la récompense pour avoir vaincu le labyrinthe. La restriction était un artefact fou qui imposait des règles en échange de puissance. La voix a boosté sa confiance, lui faisant sentir que tout était réel. Il s'est mis à faire sa déclaration. La première restriction était que, pour tous les sorts, les sauts de main de Babylone seraient obligatoires. La voix a demandé ce qu'Alan voulait obtenir avec cette règle. Alan, se sentant habile, a dit qu'il voulait fausser les lois du monde. La voix a accepté, genre avec douceur. Il a formé un autre saut de main et a déclaré sa deuxième restriction, seulement des mots sacrés de Babylone dans les sorts. La voix, encore une fois, a demandé, mais Alan gardait le focus sur le même objectif. La voix est alors restée silencieuse et Alan a commencé à transpirer à froid. Je fais des conneries! Il a même imité l'icône de la compétence. Il ne voulait pas flancher. Sélectionner des sauts et des mots comme restriction, mec, c'était le pouvoir magique ultime. Il avait tout maîtrisé avec des coups de folie, ça devait marcher. Finalement, la voix a annoncé que le choix avait été accepté et l'a remercié d'avoir suivi la volonté, Dieu oublié. Alan était sous le choc. C'était là que X diable ça veut dire, mais quand la lumière de l'anneau l'a enveloppé, il a été absorbé, indiquant que la restriction avait pris effet. La voix a de nouveau déclaré qu'elle l'avait toujours surveillé, héritier de la volonté. Waouh! Quelques instants plus tard, Alan est réapparu à Kenyo, où les golems étaient encore prêts à attaquer. Sans mana, Evan était déjà en train de crier en avertissant que le mana de deuxième niveau ne servirait à rien. Alan a commencé à former un sort, mais la sphère d'éclair n'a que faibli. Peu importe combien il s'entraînait, c'était sa limite là. Et maintenant, il était temps de tester la restriction. Se concentrant à fond, Alan a lancé sa magie. Une boule d'énergie s'est formée entre les mains. L'anneau brillait comme un soleil éblouissant se répandant autour. Même si l'anneau devenait un collecteur de magie, Alan ressentait le poids de la faim générée autour de lui. Essaie de voir.